À l'âge de 9 ans, mes parents m'ont autorisé à partir en colonie de vacances. Ma mère m'avait inscrit avec beaucoup de peine dans une colo de rêve, la mieux notée. Ma mère était très protectrice et sanglotait à l'idée qu'il puisse m'arriver quelque chose. Mais mon père lui avait soutenu que cela me ferait le plus grand bien. Il était passé par là lui aussi. Il avait fait de nombreuses colos avant de devenir boy scout. Comme moi, mon père adorait voyager et découvrir de nouvelles choses. Mes copains de l'époque, beaucoup plus âgés que moi, parlaient toujours de leur séjour en colo à la rentrée des classes. Ils n'en disaient que du bien. Ils parlaient de leurs veillées nocturnes, des nuits passées à foutre le bordel dans leur cabane, des randonnées, de la pêche, et j'en passe. Je voulais trop y aller, mais mes parents me jugeaient trop jeune et pas assez débrouillard. Mais finalement, ils avaient accepté quelques années après. Mes parents m'avaient inscrit dans une colo, perdue dans les bois. J'adorais la forêt, cela me donnait encore plus envie d'y être. On m'avait prévenu qu'il y aurait quelques enfants de mon âge, mais aussi des plus grands, et que j'allais devoir cohabiter avec eux. Cela ne me posait aucun problème. Je partais au mois d'août. J'ai donc attendu impatiemment la fin du mois de juillet. Le jour J, au petit matin, ma mère m'avait préparé une grosse valise, pleine de vêtements. Il y en avait au moins pour 1 an à l'intérieur. Elle m'avait également glissé une lampe de poche ainsi qu'un inhalateur neuf. J'étais asthmatique et je faisais régulièrement des crises d'asthme lors des fortes chaleurs. Le point de rassemblement se trouvait en face de mon école, près d'un abribus. Il y avait une vingtaine d'enfants qui attendaient avec leurs parents. Quelques-uns se tenaient fièrement devant l'abribus, impatients de rejoindre la colo. D'autres, en revanche, étaient agglutinés à leurs parents, au bord des larmes. Je n'étais pas le seul à partir pour la première fois. Même si j'étais très excité en pensant à toutes les aventures que j'allais vivre, je me sentais triste à l'idée de ne pas voir mes parents pendant 1 mois. Ma mère aussi se faisait beaucoup de soucis. Mais mon père nous rassurait en nous racontant ses départs, ainsi que ses meilleurs souvenirs en camp de vacances. Les parents avaient un numéro à contacter tous les jours, afin de prendre de nos nouvelles. À l'aide des touches du téléphone, ils pouvaient choisir le numéro de la cabane et écouter les messages enregistrés laissés par les enfants. Le bus était arrivé pile à l'heure. Les plus grands étaient allés faire un bisou à leurs parents, avant de se ranger en file indienne. Les portes du bus s'étaient ouvertes, et ils étaient entrés calmement avant de se mettre à courir dans le bus pour rejoindre les places du fond. Ma mère et mon père m'avaient pris dans leurs bras. J'avais des pincements au cœur à l'idée de les quitter. Alors que je m'apprêtais à monter, mon père m'avait ébouriffé les cheveux, avant de m'adresser un clin d'œil complice. J'étais monté dans les derniers, à la suite d'un garçon de ma taille, avec une casquette rouge et un cache-œil collé sur son œil gauche. J'avais timidement salué le chauffeur avant de m'avancer dans l'allée. Le bus était plein à craquer, il restait peu de place libre. Je ne voulais pas m'asseoir à côté de quelqu'un, car je ne connaissais personne. Mais je savais que je devais me faire des amis rapidement, afin de ne pas finir seul. J'ai donc suivi le gosse au cache-œil, qui s'était assis au milieu du bus. Je lui ai gentiment demandé si je pouvais m'asseoir à côté de lui. Il m'a répondu que oui, et je me suis installé. Le chauffeur s'était levé de son siège afin de se présenter. Beaucoup le connaissaient déjà et l'acclamaient. Il avait demandé le silence avant de commencer à parler. Il s'appelait Michel. Il avait expliqué quelques règles de conduite à appliquer dans le bus afin que le voyage se passe à merveille. Il parlait avec une voix d'animateur radio. Il souriait tout le temps et s'exprimait beaucoup avec son corps. Puis il nous avait expliqué comment allait se passer l'arrivée au camp. Quelques animateurs allaient nous accueillir à l'entrée afin de nous compter et de vérifier si nous n'avions rien oublié dans le véhicule. Puis ils allaient nous guider jusqu'à la salle de regroupement. J'étais vraiment très excité et je commençais à en avoir des frissons. Mais contrairement à moi, mon camarade semblait très angoissé. Il regardait ses parents par-dessus ma tête et ne les quittait pas des yeux. Michel s'était installé sur son siège avant de refermer les portes. Alors que nous commencions à avancer, j'ai adressé un grand salut de la main à mes parents, qui me l'avaient rendu. J'ai pu voir quelques larmes couler sur les joues de ma mère. Durant le trajet, nous n'écoutions que les plus grands, qui s'étaient installés au fond du bus. Ils parlaient des futures activités et prévoyaient déjà de foutre le bordel la nuit. Ils se lançaient également des challenges stupides, comme montrer leurs fesses aux automobilistes de derrière. L'un d'eux s'appelait Quentin, et il semblait en savoir beaucoup plus que les autres. Il était en quelque sorte le chef de la bande. Il donnait tous les défis, et lui n'en faisait aucun. Il préférait regarder les filles et préparer ses plans pour en serrer une. Plutôt que de l'écouter, je préférais parler à mon camarade qui s'appelait Robin. Même s'il était très timide, c'était un garçon très sympathique. Nous avions beaucoup de points communs. Comme moi, il collectionnait les cartes Pokémon, mais aussi les cartes Yu-Gi-Oh! Il avait d'ailleurs emmené quelques cartes Pokémon de sa collection.
Pendant tout le trajet, nous avions parlé de cartes, mais aussi de manga. Au bout d'1 heure de route, notre bus s'était engouffré dans les bois. Je ne tenais plus en place, je savais que nous arrivions. Les autres de derrière s'amusaient à mettre des coups de pied dans les sièges de devant. Et un gosse haut comme 3 pommes s'était levé pour les menacer, mais ces abrutis s'étaient contentés de se foutre de sa gueule avant de continuer. Le bus s'était arrêté au bord d'un petit chemin, longé par des petites barrières qui étaient des rondins de bois. Tout le monde s'était précipité vers la sortie. J'ai essayé de me faire une place, mais tout le monde se bousculait. Je refusais de tomber par terre et de subir les moqueries des autres. Nous étions sortis les derniers. Un moniteur se trouvait juste devant la porte. Un type plutôt grand, mais épais comme un fil de fer. Il portait une casquette du camp et avait son signe astrologique tatoué sur le bras gauche. Il était Verseau. Une femme brune, forte, avec de grosses joues rouges, passait les bagages aux autres gamins qui se bousculaient. Elle avait déposé ma valise sur le sol, mais Quentin était arrivé en bousculant tout le monde, et avait envoyé un puissant coup de pied dedans. J'avais envie de lui faire comprendre sa douleur, mais je ne voulais pas me faire d'ennemis. Alors je n'ai rien fait, et j'ai saisi ma valise en me faufilant dans la masse. J'ai attendu Robin par politesse. Un autre animateur était là, un type plutôt costaud avec une épaisse barbe, qui parlait plus fort que tout le monde. Tout le monde s'était mis en rang devant lui pour l'écouter. Il avait retiré ses grosses lunettes de soleil avant de les glisser dans la poche de son short. Il s'était présenté avant de présenter ses collègues. Le fil de fer s'appelait Marc, la femme se nommait Vanessa et lui s'appelait Henri. Il nous avait demandé de le suivre afin de rejoindre le lieu de rassemblement, qui était une sorte de salle polyvalente, qui servait également de réfectoire. Nous marchions à la suite des autres, dans ce chemin au travers de cette immense forêt isolée. L'endroit était vraiment sublime, la végétation était verdoyante, les oiseaux chantaient, et de petits rayons de soleil traversaient le feuillage, rendant le lieu chaleureux. Nous étions passés devant un panneau de bois où était écrit le nom du camp, l'Ours Heureux. L'endroit était immense, il y avait plusieurs cabanes réparties un peu partout. Il y avait également des panneaux indiquant les chemins à prendre pour rejoindre tel ou tel endroit. Le réfectoire faisait très tache au milieu de cette forêt. Il ressemblait à une cantine de collège. C'était un grand bâtiment en béton blanc avec des fenêtres en PVC et des rideaux électriques. Mais cela ne me dérangeait pas. Le bâtiment était très grand, il y avait de nombreuses tables, pouvant accueillir 12 personnes au maximum. On nous avait demandé de nous installer sur les tables afin d'écouter le discours du directeur, Monsieur Durand, qui allait arriver. Je m'étais assis à côté de Robin, d'autres garçons, ainsi que des filles, s'étaient installés à côté de nous. Monsieur Durand était arrivé avec une démarche enthousiaste. C'était un homme d'une 60aine d'années, avec des cheveux gris et une petite moustache blanche. Il portait de grosses lunettes rondes et souriait bouche fermée. On nous avait demandé à nouveau le silence avant qu'il puisse commencer. Il nous avait présenté le camp ainsi que le programme et les activités possibles. Il nous avait également cité les nombreuses règles du camp. Règle numéro 1. Ne jamais s'aventurer hors du camp sans un moniteur. Règle numéro 2. Ne jamais s'éloigner lors d'une activité. Règle numéro 3. Ne pas emporter de nourriture dans les cabanes. Règle numéro 4. Coucher à 23 h avec interdiction de faire le bazar, ni de sortir de sa cabane durant la nuit. Et règle numéro 5. Ne jamais traverser la rivière. Il y avait beaucoup d'autres règles, mais celles-ci étaient les plus importantes. Une fois son discours terminé, il nous avait souhaité à tous un excellent séjour. Les moniteurs nous avaient ensuite divisés en plusieurs groupes, les filles entre filles et les garçons entre garçons. Dans mon groupe, il y avait Robin, un gars peu bavard nommé Antoine, Jimmy, un gars de la bande de Quentin, et le meilleur pour la fin, Quentin lui-même. J'allais devoir faire avec. D'autres animateurs étaient arrivés afin de répartir tout le monde. Marc avait été désigné pour nous conduire jusqu'à notre cabane, la numéro 24. Les baraquements étaient minuscules. Il y avait une douche, ainsi que des toilettes, 2 lits superposés et un lit à part, juste devant le grand placard où nous allions ranger nos affaires. Les lattes du parquet grinçaient sous nos pieds, alors que nous nous précipitions sur les couchettes. Jimmy et Quentin s'étaient installés sur le lit superposé qui se trouvait en face de la porte d'entrée. Quentin avait balancé sa veste de survêtement sur le lit du haut, et Jimmy avait balancé son sac sur celui du bas. Nous avions fait de même avec Robin. Lui en haut et moi en bas. Antoine avait choisi le lit à part. Il était 11h40, Marc nous avait laissé 20 minutes pour ranger nos affaires et rejoindre le réfectoire. Pendant que nous rangions nos affaires, en prenant soin de les garder proprement pliées, Jimmy et Quentin planifiaient déjà leur plan pour sortir la nuit. Quentin nous avait interpellés pour savoir si on allait leur poser des problèmes. On leur avait répondu que non.
Je leur avais expliqué que nous étions là pour nous amuser comme eux. Jimmy avait posé la même question à Antoine qui commençait à sortir ses affaires sur son lit, dans le plus grand des silences. Antoine avait répondu d'une voix complètement sobre qu'il voulait juste faire son temps ici et qu'il se fichait des affaires des autres. C'était un garçon très réservé. Ténébreux, il avait de profonds yeux noirs et une mèche rebelle qui retombait dessus. À midi, Quentin et Jimmy n'avaient toujours pas rangé leurs affaires. Ils s'étaient contentés de les glisser sous le lit de Quentin. Tout le monde s'était retrouvé au réfectoire. Nous étions à peu près 60 dans cette colo. Mais au beau milieu de cette salle, j'avais l'impression qu'une ville entière séjournait ici. Avec mon groupe, nous nous étions installés sur une table au fond de la salle. Les couverts avaient été posés minutieusement en face de chaque chaise. On s'était installés les uns à côté des autres. Antoine avait branché ses écouteurs sur son lecteur MP3 avant de les glisser dans ses oreilles. Robin m'avait soufflé dans les oreilles que ce mec allait pas faire long feu ici. Le repas avait été servi dans un vacarme monumental. Les plus vieux martelaient leurs poings contre la table afin d'exprimer leur impatience. L'après-midi, nous avions fait une petite balade dans les bois, à la découverte des différentes espèces qui habitaient ces bois. Jimmy, Quentin, Robin et moi-même étions restés à la fin du groupe. Antoine marchait devant nous, avec ses écouteurs dans les oreilles. Nous avions fait connaissance, et on rigolait bien. Quentin et Jimmy semblaient vraiment nous apprécier. Le soir, l'ensemble de la colo s'était réuni autour d'un grand feu de camp, où les animateurs racontaient diverses histoires pour enfants. Cela nous ennuyait plus qu'autre chose. À l'heure du coucher, on s'était tous installés dans nos lits, afin de faire semblant de dormir. Marc nous avait souhaité bonne nuit, avant de disparaître dans la pénombre. Dehors, de grosses lanternes illuminaient le réfectoire. Jimmy et Quentin avaient bondi de leur lit. Alors que je les ignorais, afin de m'endormir, un traversin est venu s'écraser sur moi. Robin avait reçu de même, et les deux petits cons se marraient. Même Antoine ne pouvait pas dormir tranquille, mais il restait silencieux. Finalement, moi et Robin étions rentrés dans leur jeu, et tous les soirs pendant une semaine, nous avions fait des batailles de coussins, sans nous faire choper. Cela ne durait pas plus d'1 heure, car Marc venait souvent vérifier si nous dormions. Les jours suivants, nous faisions diverses activités géniales, de l'escalade, du canoë, du tir à l'arc, et bien d'autres. On traînait beaucoup avec Quentin et Jimmy. Je me disais que finalement, c'était pas des mauvais gars. Mais un soir, alors que nous venions juste de terminer le dîner, notre bande, ainsi que d'autres gars venant de cabanes voisines, nous étions regroupés derrière notre baraque. Les autres types étaient beaucoup plus grands que nous, et je leur faisais guère confiance. L'un d'eux nous avait demandé si nous connaissions l'existence du fantôme qui vivait dans ces bois. Moi et Robin avions répondu que non, et je dois admettre que j'y croyais pas trop. J'avais même envie de me foutre de leur gueule. Même si c'était ma première colo, je savais très bien que des histoires de ce genre circulaient, et que chaque colonie avait sa légende. Mon père en connaissait un paquet. Jeff, le plus grand des deux, nous avait raconté que l'esprit d'une femme décédée se promenait dans les bois la nuit. Elle avait de longs cheveux noirs, et le cou plié selon ses dires. Sa tête penchée sur le côté. Elle trimballait avec elle une grosse hache. Et selon la légende, le malheureux qui aurait l'idée de crier son nom dans la forêt en pleine nuit se ferait emmener par cette femme au beau milieu des bois avant de se faire trancher la tête. Marie, c'était son nom. D'après Jeff, il était impossible de lui échapper. À partir du moment où la personne en question aurait crié son nom, elle ne serait plus en sécurité. Le fantôme pouvait entrer dans les baraques sans problème, étouffer les cris et emmener aisément sa proie dans les bois. Jeff avait rajouté que quelqu'un lui avait dit que beaucoup d'enfants avaient disparu dans ce camp, mais que seuls les animateurs, le directeur et la police étaient au courant. Bien sûr, je ne le croyais pas, et je trouvais son histoire stupide. Quentin nous avait mis au défi d'aller crier son nom cette nuit dans les bois. Je lui avais répondu que je ne serais pas de la partie, que je ne voulais pas me faire virer, pour non-respect des règles. Tous s'étaient foutus de ma gueule et me traitaient de poule mouillée. Même Robin se marrait. J'arrivais pas à y croire. Mais Jeff, ainsi que son camarade, avaient répondu la même chose que moi. Et eux aussi avaient eu droit à quelques moqueries. Je revois encore Jeff faire son beau à raconter cette histoire avant de le revoir se dégonfler. Ce soir-là, les animateurs nous avaient organisé un bal. Nous avions dansé comme des fous, sans voir le temps passer. Puis aux alentours de 23h, nous étions allés nous coucher. À minuit, Quentin s'était levé de sa couchette avant d'aller réveiller Jimmy et Robin. Tous les deux étaient partants pour suivre cet idiot, et dire que je les considérais comme mes amis. Alors que Jimmy avait récupéré sa lampe de poche et s'apprêtait à ouvrir le volet, Antoine l'avait stoppé. Il lui avait dit d'une voix monotone qu'il faisait une grave erreur. Mais Jimmy lui avait ordonné de se rendormir avant de le traiter de mange-mort.
Par précaution, les animateurs fermaient toujours la porte à clé et venaient l'ouvrir le lendemain matin pour nous réveiller. Bien sûr, ils restaient éveillés toute la nuit afin de surveiller les baraques. Jimmy avait poussé le volet silencieusement alors que Robin et Quentin enfilaient leurs chaussures. « C'est le grand soir !» avait lancé Quentin en s'approchant de la fenêtre. Jimmy avait sauté avant de disparaître derrière la cabane. Quentin avait fait de même en ricanant. Robin les avait bien sûr suivis, sans même faire attention à moi. Antoine m'avait dit de laisser la fenêtre ouverte, et qu'il n'en avait pas pour longtemps. Antoine parlait d'une voix monotone, presque absente. Il me regardait de ses yeux noirs, sans me lâcher. Nous avions attendu de longues minutes, assis sur nos lits, sans parler. Mon camarade avait juste murmuré « Ils vont le regretter ». Je dois dire que je commençais à m'inquiéter, les minutes semblaient être des heures, quand soudain, nous avons entendu venant du bois, les voix de nos camarades criant le nom de Marie. Puis le silence total. Je craignais que les animateurs les surprennent, mais après tout, c'était leur problème. Puis nous avons entendu des cris de terreur, qui se rapprochaient. Nous avons vu Quentin arriver le premier, blanc comme un linge, les yeux exorbités. Il pleurait. Il nous a supplié de le remonter en sanglotant. Nous l'avions aidé à se hisser. Jimmy était en larmes également, et devenait hystérique. Il murmurait tout en pleurant « Elle arrive! Elle arrive !» Puis Robin était arrivé dans le même état. Antoine avait immédiatement refermé la fenêtre, une fois notre camarade à l'intérieur. Tous les trois se tenaient au beau milieu de la pièce et sanglotaient, tout en tremblant. Ils répétaient sans cesse que Marie arrivait. Au départ, je croyais à une mauvaise blague venant de leur part, mais mes doutes s'étaient dissipés lorsque j'ai entendu un objet métallique racler le sol et se rapprocher de plus en plus. Mon cœur battait à la chamade, et mon cerveau semblait vouloir sortir de ma boîte crânienne. Le bruit s'était arrêté subitement. Pour laisser place au bruit de longs ongles pointus, griffant la fenêtre. J'ai vu cette chose. Marie. Elle était monstrueuse. J'ai failli faire un arrêt cardiaque en la voyant devant la fenêtre. Elle avait le corps d'une femme adulte. Elle était blanche, comme la lune, et si maigre que l'on voyait tous ses os. Elle était vêtue d'une longue robe de la même couleur que sa peau. Et son visage... Son cou était bel et bien plié. Sa tête se balançait sur le côté gauche. Ses yeux noirs nous fixaient, et sa bouche déformée souriait. Elle avait des dents monstrueusement grandes et aiguisées. Elle tenait une hache dans sa main gauche. Je m'étais mis à hurler, puis je l'ai vue se diriger vers la porte. Antoine m'avait attrapé par l'épaule et m'avait ordonné de me planquer sous le lit. Il m'avait dit que si j'étais caché, il ne m'arriverait rien. Il m'a dit qu'elle n'en avait pas après nous, mais après eux. Je m'étais donc glissé sous le lit, et Antoine avait fait de même. J'ai entendu un cliquetis provenant de la porte. Elle s'était ouverte. J'ai vu les pieds de la chose, vaseux et ensanglantés. Elle respirait si fort que j'avais l'impression qu'elle était à côté de moi. Quentin et Jimmy s'étaient cachés dans le placard, et Robin sous le lit de Quentin. J'ai vu la chose passer à côté de moi. J'entendais sa respiration s'accélérer, et sa hache racler le parquet. Elle s'était directement dirigée vers le placard. Je l'ai entendu ouvrir la porte, avant d'entendre les cris de Jimmy et Quentin, puis plus rien. La chose était revenue sur ses pas, avant de se stopper devant mon lit. Elle m'avait vu. J'imaginais qu'elle allait me tuer, car elle m'avait vu. Elle s'était agenouillée sur le sol, avant d'incliner le haut de son corps du côté de la couchette de Quentin. J'ai entendu Robin hurler. J'ai fermé les yeux, et quand je les ai ouverts à nouveau, elle n'était plus là. Il n'y avait plus aucun bruit. Je n'ai même pas entendu le bruit de la hache s'éloigner. Je pleurais. Je croyais faire un mauvais rêve, mais tout était réel. Antoine est sorti de sous son lit et m'a aidé à sortir. Mon regard s'est tourné vers le placard qui était grand ouvert. Jimmy et Quentin n'étaient plus là, et Robin avait disparu également. Antoine m'a regardé de haut en bas avant de dire de sa voix vide « Il ne faut jamais crier son nom ». Marc était arrivé en vitesse. Il avait entendu les cris. Il nous avait demandé où étaient les autres, et j'ai répondu « Avec Marie ». Son teint était devenu aussi pâle que les draps. La police était arrivée aux alentours d'1h du matin. Les autres animateurs avaient regroupé les enfants dans le réfectoire, afin de les compter et de les mettre en sécurité. Moi et Antoine étions restés dans notre cabane avec le directeur et 2 policiers. Le directeur m'a demandé d'une voix douce ce qu'il s'était passé. Je lui ai tout dit, et à la fin j'ai rajouté « Marie les a emmenés ». Monsieur Durand était devenu aussi pâle que Marc. Ses yeux s'étaient exorbités. L'un des policiers l'avait sorti de la pièce pour qu'il s'asseye sur le capot d'une de leurs voitures.
La colonie a fermé le lendemain. Définitivement. Bien sûr, mes parents ne m'ont jamais laissé retourner dans une colo de ma vie. Aujourd'hui, je sais beaucoup de choses sur ce camp de vacances. En faisant de nombreuses longues recherches, j'ai trouvé divers articles parlant de la disparition de plusieurs enfants dans ce camp. Il y en avait eu quelques-unes avant celles de mes camarades, qui d'ailleurs n'ont jamais été retrouvés. Comme tous les autres enfants. En revanche, j'ai trouvé un article parlant du suicide d'une animatrice nommée Marie. D'après le rapport de police, elle avait été poussée au suicide par les autres animateurs et les enfants qui l'humiliaient sans cesse et criaient son nom à sa fenêtre pour l'empêcher de dormir. Elle avait été retrouvée pendue à un arbre dans la forêt. Et depuis son suicide, bien des enfants ont disparu. Et ceux qui ont survécu racontent toujours que c'est Marie qui est venue les chercher.